Chers amis, bonsoir. Vous êtes sur Paix et Guerre. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette 41e édition de Mondoscopie. Nous sommes le 16 octobre 2024. J'ai intitulé cette Mondoscopie « Israël-Iran, jusqu'où ne pas aller trop loin ». J'aurais pu trouver un titre encore plus dramatique parce que la situation est assez inquiétante. Mais voilà, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, néanmoins, il est possible d'avoir encore quelque espoir que tout cela ne dégénère pas totalement. Alors, merci d'appuyer sur la cloche de la chaîne, voilà, parce que sinon il ne se passe rien. Vous ne vous abonnez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Likez, partagez, soutenez-nous via Tipeee, pardon. Rejoignez le cercle Paix et Guerre pour avoir d'autres contenus, les clés du monde, le grand direct, d'autres contenus et un accès pour les questions, pour les réponses aux questions, lors des lives, etc. Ça, c'est vraiment très important. Essayez de faire en sorte que cette chaîne subsiste et grandisse. Je vous annonce aussi que mon prochain invité pour un entretien géopolitiquement incorrect, le deuxième, sera Maître art d'avant Amir Aslani, qui est un grand avocat parisien, mais qui est aussi un essayiste et un fin connaisseur des enjeux stratégiques, géostratégiques, politiques, économiques, religieux du Moyen-Orient. Donc, je serai très heureuse de le retrouver et d'avoir cet entretien géopolitiquement incorrect avec lui très vite, très bientôt. Mais évidemment, pour le voir et pour être sûr du jour de sa mise en ligne, eh bien, il faut être abonné. Et donc, je termine par vous dire que c'est bien par la cloche qu'il faut passer d'abord. Il faut vous abonner à Paix et Guerre. Voilà, bon, alors, de quoi ai-je envie de vous parler aujourd'hui? Écoutez, ça va être un monosujet parce que le Moyen-Orient est quand même toujours évidemment au centre de l'actualité mondiale, tragique, de l'attention mondiale, des inquiétudes mondiales aussi. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne se passe rien ailleurs, loin de là. Mais bon, voilà, j'ai choisi encore de concentrer cette 41e mondoscopie sur la situation au Moyen-Orient. Faut-il craindre le pire? Qu'est-ce que le pire d'ailleurs? Est-ce que c'est le passage de l'Iran à un statut de puissance nucléaire que peut et que va faire Israël ou que va ne pas faire Israël? Encore une fois, il faut rester modeste. Je vous livre ici mon évaluation personnelle de la situation avec toutes les limites qui vont avec, à partir d'informations ouvertes. Et il suffit évidemment pas. C'est là toute la différence avec un certain nombre d'autres experts. Il ne suffit pas d'avoir des infos et encore moins même des renseignements de bonne qualité. Il faut savoir les analyser, les trier et éliminer surtout les a priori au maximum pour pouvoir comprendre ce qui se passe en se mettant à la place de chaque partie. Bref, il y a une méthode quand même analytique qui n'est pas pratiquée par tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est ce que je m'efforce de faire, c'est ce qu'on m'a appris à faire il y a très très longtemps, quand j'étais une petite jeune femme. Et ça ne veut pas dire non plus, et d'ailleurs, il advient toujours finalement quelque chose qu'on n'avait pas totalement prévu, en tout cas dans toutes ces ramifications, dans tous ces détails. Bon, on peut envisager plein de scénarios, mais c'est toujours généralement la variante N plus quelque chose qui sort. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce travail minutieux et le plus objectif possible, sachant que l'objectivité, c'est comme beaucoup de choses, c'est comme la justice, c'est comme... voilà, ce sont des idéalités, c'est par essence impossible d'être totalement objectif, naturellement. Mais tout de même, justement, il y a des méthodes pour essayer de comprendre au mieux, voilà, de se tromper le moins possible. Bon, alors, après cette introduction méthodologique, je reviens donc à la situation. Bon, vous savez, vous suivez l'actualité internationale, vous savez que les frappes israéliennes ont repris au sud, mais aussi au nord Liban, qu'il y a déjà plusieurs milliers de morts, que c'est absolument dramatique ce qui se passe au Liban. Actuellement, il y a des milliers de blessés, il y a
Enfin, voilà, d'ailleurs, Benjamin Netanyahou a promis aux habitants, aux Libanais, le sort des habitants de Gaza, n'est-ce pas, s'ils ne se désolidarisaient pas du Hezbollah. Ce n'est pas aussi simple, et je vais essayer d'ailleurs de vous l'expliquer. Et le discours israélien sur ce thème, sur cette thématique, est évidemment extrêmement simpliste et à visée de communication, de simplification à outrance de la situation et des ramifications qu'ils connaissent fort bien sur ce qu'est le Hezbollah pour les Libanais encore aujourd'hui. Donc, au milieu de ce désastre humanitaire et des perspectives d'extension du conflit sur lesquelles nous allons revenir, je veux d'abord évoquer en introduction les dernières déclarations du président de la République française à Paris, en réunion, qui ont été rapportées, et qui a dit, alors ça vient dans un contexte assez étonnant, c'est-à-dire qu'Israël a demandé publiquement que la force d'interposition des Nations Unies au Liban, la FINUL, qui est là depuis 1978 et qui, comme son nom l'indique, est là pour s'interposer précisément entre les Israéliens et les Libanais, les forces libanaises ou aujourd'hui d'ailleurs le Hezbollah. Elle est là depuis 1978, ça n'est pas pour rien, mais bon, comme Benjamin Netanyahou veut poursuivre son offensive et éradiquer le Hezbollah, il demande que la FINUL, il a demandé que la FINUL se retire. Voilà, et il y a même eu des tirs sur la FINUL, sur les casques bleus de la FINUL, tirs israéliens, en expliquant que le Hezbollah s'en servait comme de bouclier humain, etc. Alors, la FINUL, c'est une force internationale, voilà, qui a un mandat, non pas de rétablissement de la paix, c'est-à-dire elle n'est pas là pour faire la guerre, si vous voulez, elle est là pour maintenir la paix, c'est-à-dire en fait pour s'interposer entre des belligérants. Voilà. Ça a ses limites, mais ça a aussi son intérêt. Et il est clair que la présence de la FINUL, c'est la dernière garante, la dernière chose qui peut garantir une sécurité minimale pour le Liban dans le contexte actuel. L'offensive à Gaza se poursuit d'ailleurs et reprend au nord, parce que, contrairement à ce qui est dit, le Hamas n'est pas du tout à terre, mais elle se déporte clairement sur le Liban, et ça, vers le front nord, donc, pour Israël. Et ça c'est... Voilà, la FINUL, c'est tout ce qui reste aux Libanais pour que leur pays ne sombre pas de nouveau dans une guerre épouvantable. Donc, dans ce contexte, et aussi après la désignation par le gouvernement israélien, je ne sais pas si c'est Benjamin Netanyahou lui-même ou le gouvernement qui a désigné le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme persona non grata en Israël. Voilà, donc c'est une manière de dire qu'on ne veut plus rien avoir à faire avec les Nations Unies, avec les demandes des Nations Unies, avec les résolutions des Nations Unies, avec quoi que ce soit. Bon. Eh bien, c'est dans ce contexte que Emmanuel Macron, après avoir dit qu'il fallait suspendre que la France ne livrerait plus d'armes, elle n'en livre pas, et qu'il fallait suspendre les livraisons d'armement à Israël pour que ça s'arrête, il a rappelé à Benjamin Netanyahou, paraît-il, dans cette réunion, encore une fois, c'est une fuite, que c'est l'ONU qui a permis la création formelle de l'État d'Israël en la légitimant. Donc c'est vrai qu'à l'époque, l'ONU, c'était quelque chose, et pour installer des réalités internationales, c'était important, malgré tout. La réponse israélienne ne s'est pas faite attendre. Ce n'est pas l'ONU, c'est évidemment nous, c'est les valeureux guerriers combattants israéliens qui ont permis à Israël d'exister et de demeurer. Bon. Voilà, donc ça c'est le contexte diplomatique. Vous me direz, ça ne change pas grand-chose, ni à la capacité de la France d'influer sur l'évolution de la situation dans la zone, dans la région,
ni voilà, à la position européenne, ni à l'état du rapport d'influence et de force entre Israël et les États-Unis, sur lequel je vais revenir. Mais tout de même, ça montre une certaine fraîcheur des relations. Et on voit bien qu'à Washington aussi, on est quand même très très inquiet dans certains cercles, et y compris autour du président Biden. Mais pendant que c'est froid à Paris, ou frais, très frais à Paris, parce que je crois aussi que notre président s'est entretenu avec Netanyahou au téléphone, il y a un contexte qui est de plus en plus brûlant. Donc à Gaza, où les combats ont repris au nord, au Liban, et surtout il y a une impasse militaire de plus en plus manifeste pour les forces israéliennes. Mais évidemment, on le nie, on ne le dit plus, on est dans une fuite en avant du gouvernement avec aucune perspective politique. Et là, je pense qu'il est important, pour que vous compreniez bien la complexité de la situation, et donc aussi de ce que peut faire ou ne peut pas faire Israël, et ce que peut faire ou ne peut pas faire le Hezbollah, je veux revenir sur les limites de la compréhension de ce qu'est aujourd'hui le Hezbollah d'une manière générale, et notamment dans les yeux des responsables israéliens, même si j'ai du mal à croire qu'ils ne comprennent pas la réalité de ce qu'est aujourd'hui le Hezbollah. Bon. Donc je voudrais revenir sur ce qui est communément dit, pensé, et donc sur les décisions qui sont prises en fonction de ces présupposés, de ces assumptions, si vous voulez. Voilà, je pense qu'il faut en nuancer quelques-unes. D'abord, je pense qu'on surestime l'effondrement du Hezbollah. Il n'a pas été radicalement affaibli, il n'a pas été décapité, il n'est pas incapable d'agir après la perte de ses dirigeants, et il a été évidemment très sérieusement, alors pas décapité au sens général du terme, mais effectivement, Hassan Nasrallah a été assassiné. Les 16 principaux responsables du Hezbollah de premier rang en dessous de lui assassinés, les 16 remplaçants de ces 16 premiers assassinés, donc plus d'une trentaine de personnes. Donc oui, c'est un personnel clé qui n'est plus. Mais il y a une troisième génération. Et qui va prendre le manche. Et eux, c'est des jeunes, beaucoup plus jeunes, des experts en armement, ce que n'étaient pas forcément ceux de la vieille génération. Ils ne sont pas forcément non plus tous identifiés par le Mossad. Ils ont une soif de vengeance, vous l'imaginez, totale. Ils sont moins politiques, donc moins enclins au compromis, à la temporisation que leurs aînés. Et ils sont beaucoup plus audacieux dans leurs initiatives. Donc, première chose, il ne faut pas s'imaginer, ou Israël faire semblant d'imaginer et répandre cette idée que le Hezbollah est en cours d'éradication. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. On peut le déplorer, on peut trouver ça, au contraire, penser que le Hezbollah reste une force politique importante, etc., et pas seulement uniquement dans ses modes d'action combattants, terroristes, etc. Bon, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on a décapité, on a assassiné 30 personnes, plus le chef, qu'on en a fini. Bon. Il a montré quand même à plusieurs reprises sa résilience dans des conflits précédents. Il dispose d'un réseau énorme, profondément enraciné, bien au-delà de ses capacités militaires strictes. Il est ancré dans le tissu politique, social, économique du Liban, avec des alliances très solides à travers les groupes politiques chrétiens, sunnites et druzes, parce qu'il sait se les ménager, et depuis longtemps. Donc, son influence politique dans la communauté chiite, mais pas seulement, au-delà, est un puissant atout contre l'effondrement. C'est une digue. Alors, d'après les estimations israéliennes, en plus, les forces de la milice sont quasiment intactes. Et ça n'est qu'une facette de sa structure de pouvoir globale.
Donc le Hezbollah n'est pas du tout, loin de là, entièrement neutralisé. Il peut se regrouper, il peut s'adapter, il peut se transformer, il peut faire encore beaucoup de choses. Donc, parce que c'est une organisation très disciplinée. Donc oui, le leader a été tué, Nasrallah, mais on avait nommé, le Hezbollah a nommé immédiatement Hachem Safieddine, qui n'était pas un successeur évident. Il a été nommé en moins de 3 jours. Hein. Donc voilà, c'est une organisation militaire, c'est une organisation très structurée qui est capable de planifier aussi, de faire du contingency planning comme on dit, c'est-à-dire planifier les occurrences, les scénarios, qu'est-ce qu'on fait s'il se passe ci, qu'est-ce qu'on fait s'il se passe ça. Bon. Donc voilà, ne pas sous-estimer. Et très prématuré de supposer que le Hezbollah n'a pas de plan de succession, d'autant plus que là, en l'espèce, l'Iran, qui joue un rôle crucial quand même auprès de lui, même s'il y a là encore, à mon avis, il y a une indépendance beaucoup plus forte qu'on ne le dit du Hezbollah par rapport à l'Iran, mais enfin, l'Iran a quand même des liens très étroits et peut jouer un rôle très important dans la stabilisation de ce leadership, dans la crédibilisation de ce leadership. Voilà. Ensuite, il y a cette idée que le Liban peut rapidement s'effondrer une fois que le Hezbollah a été comme ça affaibli, parce qu'il ne peut rien sans le soutien français, sans le soutien saoudien, sans le soutien américain, etc. Là aussi, c'est peut-être un peu présomptueux de penser ça. Le système politique libanais est très fragmenté, complètement guidé par des intérêts sectaires. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une intervention internationale que tout ça va changer comme ça. Et la réforme interne, ça aussi, c'est compliqué. Donc, le pays est en paralysie politique, mais depuis tellement longtemps. Il a des intérêts très sûrs qui peuvent résister à même un Hezbollah affaibli. Les États-Unis ne sont quand même pas distingués par une grande aide apportée à l'Iran à plusieurs reprises. Au contraire, ils ont plutôt abandonné leurs alliés. L'Arabie saoudite, elle se concentre sur Gaza, sur sa relation avec Israël justement, et les conditions en fait d'un rétablissement de relations avec Israël, d'une reconnaissance d'Israël en échange de la reconnaissance d'un État palestinien. Elle se concentre aussi sur l'Égypte. Enfin bref, elle a un peu autre chose à faire que de s'occuper du Liban, surtout depuis la rupture avec Saad Hariri, le fils de Rafik Hariri, l'ami de feu notre président Chirac, et Saad Hariri, qui a longtemps été l'homme des Saoudiens, voilà, finalement, a rompu avec eux, ou c'est plutôt les Saoudiens qui ont rompu avec lui d'ailleurs, et finalement l'Arabie saoudite s'est détournée un peu de l'Iran, et certes, elle a encore quelques liens avec quelques forces, avec les forces maronites, libanaises, les FL, mais bon, je ne sais pas si le prince Mohammed Ben Salman a vraiment l'Iran dans son scope de manière centrale. Donc, et ils ne savent plus forcément quels sont les méandres politiques, justement confessionnels, de communautés, etc. au Liban. Bon. Et puis alors l'armée libanaise, elle n'est pas en état, en capacité de sécuriser ses frontières, d'asseoir son contrôle. Elle a toujours évité la confrontation quand même directe avec le Hezbollah parce qu'il y a des sensibilités politiques au sein de la communauté chiite libanaise. Et puis elle a aussi, parce qu'elle a aussi des capacités très très limitées, donc elle ne va pas affronter agressivement le Hezbollah, ça, je pense que c'est totalement irréaliste de le croire.
Et puis, il y a un équilibre sectaire qui est très délicat au Liban, et une action contre le Hezbollah, ça pourrait en fait déstabiliser davantage le pays. Alors, c'est peut-être ce que je cherchais, mais bon, ça pourrait aussi éclater l'armée elle-même, comme dans les années 70, comme ça s'est produit dans les années 70. Donc, il faut savoir qu'un tiers des forces armées libanaises sont chiites, et beaucoup se sentent en convergence, si vous voulez, politique avec le Hezbollah. Et d'ailleurs, beaucoup d'officiers ont été formés aussi avec une attention bienveillante de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, c'est-à-dire tous les proxys iraniens de la région. Donc là aussi, si vous voulez, ce qu'ont essayé de faire les États-Unis, notamment, c'est-à-dire de réformer culturellement tout ça, d'uniformiser, bon, tout ça a totalement échoué. Voilà. Ensuite, il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle et l'influence de l'Iran. Ça pourrait, parce que, voilà, je pense qu'il y a aussi un rideau de fumée qui est de dire mais le Hezbollah obéit au doigt et à l'œil de l'Iran, le Hezbollah et son proxy étroite, tenu reine courte par Téhéran, etc. Je ne crois pas que ce soit vrai, en tout cas, tout ce que j'ai pu comprendre, apprendre, écouter, entendre, bon, me dit qu'au contraire, notamment depuis 2006, et depuis 2014, le Hezbollah s'est quand même au moins partiellement autonomisé vis-à-vis de l'Iran. Bien sûr, il y a des liens étroits, mais ce qui est clair, c'est que c'est une force qui était devenue relativement indépendante. Mais là, avec ce qui vient de lui arriver, ça pourrait devenir ou redevenir un véritable proxy, voilà, grâce aux gardiens de la Révolution ou à cause des gardiens de la Révolution iraniens. Donc là aussi, il ne faut pas qu'Israël se mette à croire en son propre narratif, si vous voulez. L'indépendance actuelle peut devenir une dépendance plus étroite, mais pour l'instant, le Hezbollah n'est pas qu'un proxy iranien. D'ailleurs, pendant la guerre de Gaza, il y avait eu un désaccord entre le Hezbollah et l'Iran sur le soutien à apporter au Hamas, assez net. Donc le Hezbollah, ce n'est pas qu'un proxy iranien. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est un acteur politique et militaire libanais, et culturel bien sûr, qui a une portée régionale. Et l'Iran essaie de s'en servir, en fait, pour promouvoir des objectifs mutuels, hein, d'influence, bon, mais aussi pour pouvoir s'en dissocier de manière plausible quand c'est nécessaire. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le nationalisme libanais, lui, n'existe guère, et c'est pas parce que le Hezbollah est affaibli que le nationalisme libanais va monter, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que la société libanaise, la politique libanaise reste extrêmement sectaire, extrêmement voilà, divisée entre chrétiens, sunnites, chiites, druzes, bon. Donc, imaginer réunir tout ça sous une nouvelle direction, c'est quand même très compliqué, très très compliqué, d'autant que le Hezbollah a beaucoup investi dans la formation d'alliances, pour former des alliances avec lui, avec divers groupes à travers les communautés. Donc, il a opéré des scissions, en fait, déjà, à travers chacune des communautés. Donc, il y a des groupes chiites anti-Hezbollah, et des factions alignées avec le Hezbollah. Et les premiers ont été beaucoup plus souvent exclus ou rejetés par d'autres groupes sectaires, en particulier les sunnites, maronites, druzes, depuis l'assassinat de Rafik Hariri en 2005 et la guerre de 2006.
Donc, voilà. Et puis, le Hezbollah est très habile, c'est-à-dire qu'après les élections de 1992, notamment, il a assuré des sièges pour des alliés sunnites, chrétiens, druzes, tandis que toutes les factions anti-Hezbollah ne cherchaient pas à soutenir des groupes autres qui auraient été eux aussi anti-Hezbollah, mais qui auraient appartenu à d'autres communautés. Donc il y a des partenariats très complexes, très mouvants d'ailleurs. Mais en tout cas, l'affaiblissement du Hezbollah n'a pas forcément vocation à produire une cohésion transsectaire, si vous voulez, transcommunautaire contre lui. C'est un rêve. C'est un rêve. Bon, donc, si vous voulez, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens influents au Liban qui finalement préfèrent le statu quo. Certains ont des liens avec le Hezbollah, d'autres avec l'Arabie Saoudite, comme les forces libanaises. Évidemment, avec ce qui se passe en ce moment, vous savez que le Liban a une crise institutionnelle, il n'y a plus de président. Bon. Mais là, avec la guerre en cours, c'est pas le moment de tenir c'est impossible de tenir des élections. Donc il faut évidemment un préalable. Et le préalable, c'est le cessez-le-feu pour que quoi que ce soit puisse se faire. Sauf que, bon, le Hezbollah l'a demandé et Israël vient évidemment de le refuser. Donc, le problème, c'est que si le Hezbollah se sent acculé, il peut aussi, par les attaques israéliennes, ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer en guerre plus large, impliquant l'Iran, d'autres, pas seulement le Liban ou même Gaza. Et je pense que les implications régionales d'une marginalisation du Hezbollah sont complètement sous-estimées, non seulement par Israël, mais ça on peut imaginer qu'Israël, s'il veut un peu éclater en fait le jeu, a intérêt à sous-estimer ces implications. Mais en revanche, nous aussi, on les sous-estime, et ça c'est plus grave. Il faut tenir compte de dynamiques quand même beaucoup plus larges qui pourraient avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour Israël et le Liban, mais pour la stabilité mondiale. Alors, après cette petite digression sur le Hezbollah, mais ça me semble important parce qu'on dit beaucoup de choses, notamment dans les médias, enfin, qui sont beaucoup de simplifications, beaucoup de méconnaissances aussi. Et je pensais qu'il fallait revenir là-dessus pour être un peu plus précis. Je reviens à la séquence actuelle. Donc, il y a des pressions américaines pour qu'Israël cesse de frapper le Liban. Il y a eu des frappes sur la finule. Il y a des pressions pour qu'un cessez-le-feu soit accepté par Tel Aviv. Il y a un niet de Benjamin Netanyahou, parce qu'il explique que ça ne correspond pas aux besoins de sécurité d'Israël, qu'il faut donc continuer l'éradication du Hamas et du Hezbollah, comme si elles étaient des objectifs militaires accessibles. Mais moi, enfin, j'ai tendance à penser, en fait, que le redoublement de la pression militaire d'Israël, avec toutes les limites que ça comporte, mais sur le Liban actuellement, et bien sûr à Gaza, en fait, c'est une manière de compenser une autre très grande difficulté. Voilà. Et cette difficulté, c'est celle de savoir s'il faut riposter et comment à l'attaque massive balistique qui a été très efficace, très précise, de l'Iran le 1er octobre dernier. Donc ça, on attend toujours. Israël va-t-il oser, va-t-il le faire ? Bien sûr, les dirigeants israéliens ont dit tout de suite, et notamment le ministre de la Défense, qu'ils allaient répliquer massivement, mais à leur guise, enfin au moment qu'ils choisiraient, etc. Bon, très bien. Mais je pense que
ils ont eu une première phase où ils pensaient pouvoir frapper extrêmement massivement et de manière, à leur avis, décisive, c'est-à-dire éventuellement une frappe de nature non conventionnelle, hein, c'est une litote, et puis plus rien à partir du 5, enfin du 6, du week-end du 5-6 octobre. Alors pourquoi se retiennent-ils en fait? Pourquoi Israël se retient-il? Est-ce que c'est parce que les États-Unis ont dit qu'ils ne viendraient pas à leur secours s'ils frappaient les installations nucléaires iraniennes ou les installations pétrolières iraniennes? Bon, on sait que les États-Unis, je vous l'ai déjà expliqué, ont peur d'une crise pétrolière, ont peur du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, ont peur d'un embrasement régional, ont peur des réactions russes et chinoises, ont peur de la perte de leur influence totale vis-à-vis de la part des pays arabes. Mais il y avait d'autres déclarations américaines, celle de Donald Trump, très inquiétante parce que, certes, il a dit, je vous l'ai expliqué dans une précédente émission, dans un événement à New York, qu'il fallait lever les sanctions sur l'Iran et la Russie parce que ça ne servait à rien et ça affaiblissait le dollar et ça aidait les BRICS. Bon, c'est très bien, moment de lucidité. Mais là, il a dit autre chose qui était très très inquiétant. Il a dit que, en critiquant bien sûr ce que faisait Biden et la prudence de Biden, il a dit mais il faut frapper nucléaire en fait, il faut frapper l'Iran nucléaire. Et ça, c'était, je crois, tout de suite après l'attaque en riposte nucléaire avec pas nucléaire, l'attaque en riposte de missiles hypersoniques balistiques iraniens sur l'ensemble du territoire d'Israël, hein, pas seulement très loin, mais là, voilà, ils ont quand même fait un ciblage très important et je vous parlerai des résultats un peu plus tard. Bref, Trump a dit ça. Et d'ailleurs, sous Trump, il avait été envisagé des scénarios de frappe avec des bombes nucléaires, soit lancées par un bombardier, soit par un vecteur depuis un sous-marin. Mais le problème, c'est que c'était avant. Voilà. C'était avant. Alors, avant quoi? Avant l'atteinte très probable par Téhéran du statut de pays du seuil et peut-être même déjà du statut de pays nucléaire. Voilà. Donc, encore une fois, c'est ce que je pense, d'après tout ce que j'ai lu, d'après tout ce que j'ai compris. Je n'en ai pas la certitude. Je ne suis pas en train de vous expliquer que l'Iran est une puissance nucléaire désormais. J'ai même eu chez Idriss Aberkan il y a 15 jours, j'étais très très méfiante et circonspecte sur la nature de l'explosion qui avait eu lieu, enfin du séisme, disait-on, qui avait eu lieu le 5 octobre en Iran. Je n'en sais toujours rien. Voilà, donc je veux être très claire, hein, qu'on n'aille pas expliquer que ça y est, Caroline Galtéros a dit que l'Iran était nucléaire, etc. Je pense néanmoins qu'il y a une séquence d'événements et aussi un certain nombre d'informations dont disposent les Israéliens et dont disposent les Américains, qui peuvent peut-être expliquer le fait qu'Israël, pour l'instant, ne réplique pas. Maintenant, il peut répliquer demain matin, il peut répliquer dans quelques semaines, juste avant le scrutin américain. Ça, c'est aussi un scénario. Mais pour l'instant, je pense que c'est pour ça, et je pense que c'est pour ça aussi qu'Israël redouble partout, parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas faire autre chose. Alors, pourquoi ? Parce que si l'Iran est un pays du seuil ou un pays déjà nucléaire, s'il y a une frappe nucléaire israélienne, la représaille est immédiate. Mais
l'Iran et Israël ne sont pas du tout des pays de la même taille. L'Iran est extrêmement vaste. Il faut plusieurs dizaines de têtes pour détruire totalement l'Iran. Israël en dispose. Mais Israël, en revanche, c'est l'affaire de quelques têtes nucléaires. Il faut quand même bien comprendre, il n'y a pas de profondeur stratégique israélienne. Donc c'est la destruction assurée de l'État d'Israël en cas de représailles iraniennes. Et ce que fait l'Iran en cette matière, tout ça est très très décentralisé sur l'ensemble du territoire iranien. L'Iran, c'est 3 fois la France. Voilà, pour vous donner une échelle. L'Iran, c'est 3 fois la France. Voilà. Donc, peut-être qu'Israël a compris qu'il pourrait être détruit dans l'heure s'il se risque à une frappe nucléaire ou même simplement sur des installations nucléaires iraniennes, c'est-à-dire mettant en danger la survie de l'État iranien, de la nation iranienne. Donc, finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que, en fait, l'équilibre de la dissuasion a été rétabli? Parce que je vous rappelle qu'il y a un grand... Moi, j'ai appris ça quand j'avais 25 ans à l'université, 20 ans, enfin 22 ans. On explique toujours qu'il y a un équilibre stratégique au Moyen-Orient du fait qu'Israël est une puissance non avouée, certes, mais une puissance nucléaire non avouée. Bon. Et donc, parce que c'est la vision occidentale, c'est-à-dire c'est parce qu'Israël est une puissance nucléaire et la seule dans la zone, dans la région, qu'il y a un équilibre stratégique au Moyen-Orient, puisque l'idée initiale derrière tout ça, c'est d'empêcher le Moyen-Orient de s'unir, d'empêcher le nationalisme arabe d'exister, d'empêcher... Bon. Donc ça, c'est un autre débat. Donc, cet équilibre stratégique du Moyen-Orient, évidemment, quand vous êtes l'Irak, quand vous êtes l'Iran, quand vous êtes la Libye, quand vous êtes l'Arabie Saoudite, quand vous êtes... Bon, vous pensez que c'est un déséquilibre. C'est la question du regard et du point de vue. Bon. Et donc, plusieurs États ont envie et cherchent depuis longtemps, et l'Iran en est un. Comme l'a été l'Irak, mais l'Irak n'est pas allé au bout, n'a pas eu le temps, et on voit ce qui lui est arrivé. N'est-ce pas? Il n'y a plus rien. Hein, bon. Donc, il y a cette idée d'une recherche de sanctuarisation par le nucléaire, donc de sécurité, et de sécurité notamment face aux menaces que fait peser Israël sur ces États, de leur point de vue. Bon. Donc, je me demande... pour reprendre ma phrase, si l'équilibre dissuasif de la dissuasion n'a pas été rétabli depuis la frappe balistique iranienne du 1er octobre, en fait, et confirmé ensuite par une sorte d'avertissement, alors on va appeler ça de l'ambiguïté stratégique, parce qu'on ne sait pas si c'est un séisme ou si c'est une explosion nucléaire souterraine. Petite 4, quelque chose sur l'échelle de Richter, grande profondeur, mais manifestement oscillation qui peut faire penser à un essai souterrain, sachant aussi d'un autre côté que c'est une zone où il y a beaucoup de tremblements de terre fréquents. Voilà, donc... il y a, si vous voulez, il y a des signes pro, des signes contre, bon. Mais si jamais c'est le cas, et si Israël le sait, et il est probable qu'Israël le sait, même s'il y a cette ambiguïté stratégique, là, d'un seul coup, ça change complètement la donne dans le conflit direct, potentiel, entre Israël et l'Iran, et même entre les États-Unis, venant au secours éventuellement des Israéliens, et l'Iran. Donc, la question, après, pour Netanyahou, c'est peut-il prendre le risque, d'abord, sait-il ce qu'il en est? Deuxièmement, peut-il prendre le risque non seulement de rayer lui-même Israël de la carte, hein, mais aussi de faire des dizaines de millions de morts à l'échelle régionale, parce que
une attaque sur les villes iraniennes. Si vous regardez un peu la carte, vous comprenez que c'est une partie du Caucase y passe. Enfin bon, je veux dire, c'est Armageddon, quoi. Voilà. Donc, que lui disent ces généraux? Que lui disent ces grands espions? C'est toute la question, probablement, mais peut-être qu'ils savent déjà ce qu'il en est. En tout cas, il semble probable que l'Iran dispose peut-être déjà, ou en tout cas peut en disposer sous 1 jour ou 2 jours, d'une poignée de tête, et ça, c'est suffisant pour répondre en cas d'attaque israélienne de façon décisive. Parce que même une réponse conventionnelle massive iranienne serait dévastatrice. C'est ça qu'il faut comprendre, du fait, j'allais dire, des proportions d'Israël, de sa géographie. Et on sait que, oui, l'Iran a maintenant, merci Donald Trump, merci le retrait du JCPOA par les États-Unis de l'accord nucléaire iranien péniblement conclu en 2015, mais les Américains s'en sont retirés en 2018. Donc, bref, l'Iran a repris ses capacités d'enrichissement au gré des tensions, des sanctions, bref. Ils sont capables de fabriquer quelques têtes en quelques jours, et en quelques mois, quelques dizaines probablement. Ils ont les missiles qui peuvent les transporter. Oui, c'est bon. La capacité intercontinentale est en cours, si j'ai bien compris, d'acquisition. Mais enfin, l'Iran envoie des satellites, déjà à 500 km de hauteur. Donc, toute la question, c'est que s'est-il passé le 4 octobre, enfin dans la nuit du 4 au 5 octobre. Mais personne ne dit rien. L'Iran ne dit rien, Israël ne dit rien, tout le monde se tait. C'est plausible. Ce qui est clair, c'est que le vendredi 4, au soir, Israël annonçait des représailles imminentes et terrifiantes à la frappe iranienne du 1er octobre. Et après le 5, depuis, enfin, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, il y a des déclarations, bien sûr, mais enfin, il ne se passe rien. Donc, est-ce que le signal envoyé par l'Iran, après cette frappe qui n'a pas été manifestement tellement prise au sérieux, ni même en France, ni même aux États-Unis, ce qui est assez fou quand même, cette sous-estimation sans arrêt des autres acteurs par péché d'hubris, en fait. Tout simplement, on s'imagine, de la même manière qu'on s'est imaginé que la Russie allait avoir une économie à terre et ne jamais pouvoir avoir une armée susceptible de tenir la dragée haute à celle de l'OTAN. On fait la même chose avec l'Iran, c'est-à-dire on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas les capacités, le potentiel, l'activité, les réalisations. Je ne sais pas, c'est quand même... Et l'Iran, clairement, dans cette séquence, en fait, qui a commencé avec l'assassinat du général Soleimani par la CIA, par les Américains, en 2020, et en Irak, si ma mémoire est bonne. Et donc, il y avait eu une frappe sur les installations américaines, sur une base américaine, en janvier 21, pour répondre à cet assassinat, enfin en représailles. Mais là, il n'y avait eu qu'une petite 50aine de missiles, je crois. Après, il y a eu, vous savez, en avril dernier, l'assassinat, enfin l'effondrement du consulat iranien à Damas par une frappe israélienne avec à l'intérieur des responsables importants du Hezbollah et des gardiens, je crois aussi. Et là, il y a eu une réplique, mais avec des vieux missiles. Mais enfin, il y a quand même eu un peu plus de 100 missiles. Là, on était plutôt vers 120, des vieux missiles, et puis beaucoup de drones. Bon,
c'était destiné à montrer que, voilà, fallait arrêter. Bon. Après, il y a eu l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, chef du Hamas, en septembre. Mais là, on est venu dire à l'Iran, notamment les pays arabes, si j'ai bien compris, qu'il ne fallait rien faire parce qu'on s'approchait d'un cessez-le-feu, donc il ne fallait pas le compromettre, etc. Bon, Benjamin Netanyahou a refusé le cessez-le-feu. Après, il y a eu la campagne de vaccination contre la polio. Et là, on a dit aux Iraniens, surtout ne faites rien à Gaza, hein, parce que sinon, cette campagne va être interrompue, vous aurez le sang des enfants gazaouis sur les mains. Bon, bref. Puis, assassinat de Nasrallah. Et là, la représaille, là, on en est à près de 200 missiles. Et pourtant, voilà, on croit que l'Iran n'a toujours pas... on ne croyait pas que l'Iran avait cette capacité hypersonique, on croyait même que l'Iran n'allait pas réagir. Donc il y a une très grave sous-estimation occidentale. C'est des capacités des ennemis, parce qu'en fait, à la fois on les construit, c'est-à-dire on fait en sorte qu'ils passent leur vie à venir, à devoir répondre à nos harcèlements multiples, mais en même temps, on leur dénie des capacités concurrentes, si vous voulez, des capacités de même niveau. Donc, on est dans le bleu, en fait. C'est ça qui est assez effrayant. On peut dire, en tout cas, que sur cette frappe du 1er octobre iranienne, en dépit de ce que dit Israël, il est probable qu'une petite moitié au moins de ces 200 missiles a traversé le dôme de fer. Et la prochaine fois, ce sera quoi? Ce sera 250, 300, 400 Bon. Par ailleurs, il faut savoir que les Russes qui ont bien conscience que la situation est extrêmement volatile, envoient un certain nombre de soutiens militaires assez clairs aux Iraniens. Et ça aussi, Israël le sait, bien sûr. Donc il y a les batteries S-400 dont on a parlé, il y a un système de guerre électronique Mourmansk, qui est capable de perturber les ordinateurs des avions américains, des F-35. On parle même d'une escadre de Sukhoi 35. Donc ça, si c'est le cas, ça veut dire que l'Iran est capable en fait de réagir à une frappe et de pouvoir en faire une en retour, et massive. Donc voilà, en 2 jours, la réplique peut être là, ou peut-être même avant. En tout cas, on est vraiment, en fait, on est revenu dans ce qu'on appelait le MAD, Mutual Assured Destruction, la destruction mutuelle assurée. Et ça, je pense qu'Israël est en train d'en prendre conscience. Le problème, c'est est-ce que Benjamin Netanyahou va accepter cet état de fait? Est-ce qu'il peut s'en satisfaire? Est-ce qu'il peut résister à la volonté de se venger, ou est-ce qu'il va estimer correctement l'enchaînement possible, dramatique des événements qui se feraient à son détriment? Et voilà, parce que s'il l'estime mal, ou si, bien sûr, les chefs militaires qui lui expliquent les choses lui laissent penser que Israël pourrait réchapper, Israël ou l'Iran pourrait ne pas frapper suffisamment massivement, eh bien, ça, c'est un encouragement au lancement d'une attaque israélienne, donc en réplique à celle du 1er octobre officiellement, mais qui pourrait faire partir vraiment le monde dans le décor, là, pour le coup. Ça pourrait même être une attaque qui n'a pas besoin d'être nucléaire, hein. Elle peut être non nucléaire, conventionnelle, massive. Et ça, je pense que même les faucons américains, hein, qui ont quand même
le démembrement chevillé au corps, ils adorent ça. Et même certains faucons israéliens craignent les conséquences d'aller jusqu'au bout. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de réunions du cabinet de guerre israélien pour discuter de la représaille à mener contre l'Iran. Il y a eu aussi des discussions entre Netanyahou et le duo Biden-Blinken. Que s'est-il dit? Bon, ben ça, je ne sais pas. Je n'étais pas là, je ne crois pas aux fuites. Enfin, je me méfie beaucoup. C'est évidemment secret. Je pense qu'au départ, mais ça c'était avant le 5 octobre, le but était de s'entendre sur des cibles, sur des calendriers d'attaque et sur le rôle des États-Unis éventuellement. Mais je vous ai expliqué que les faucons américains craignent quand même les représailles iraniennes inévitables, avec des drones de précision, avec des centaines de missiles hypersoniques, etc. Donc en fait, le scénario israélien, c'était soit une frappe contre des installations nucléaires et infrastructures pétrolières et gazières de l'Iran. Donc ça, c'est une déclaration de guerre régionale. Voilà. Donc ça, c'était avant. Donc avec les Américains qui se sont opposés à ça, parce qu'évidemment, ils craignent pour leurs bases. Ils ont plus de 50 bases militaires dans la zone quand même. Et ils ont des intérêts économiques évidents et l'avenir de l'État d'Israël à cœur. Donc, il y a quand même 40 000 soldats américains au Moyen-Orient. Donc, agir aux côtés d'Israël de manière excessive, ça met toutes les bases américaines en danger, tout simplement. En particulier en Irak, en particulier en Syrie, en particulier en Jordanie, en particulier dans les États du Golfe. Et ça, voilà, elles peuvent être détruites. Bon, le blocage du détroit d'Ormuz, ça je l'ai déjà mentionné. Et puis le deuxième scénario, c'est finalement, d'ailleurs, comme avait fait Israël en avril, une petite réplique, mais j'allais dire formelle, c'est-à-dire très contenue, très convenue, très ciblée, un message envoyé à l'Iran disant voilà, nous avons réagi. D'ailleurs, quand l'Iran avait fait sa frappe de missile, vous vous souvenez, les responsables iraniens ont dit bon, on a répondu à l'assassinat de Nasrallah, de Haniyeh et de tous les autres. Maintenant, c'est fini. Mais si vous osez encore venir répondre après l'attaque des missiles que vous venez de subir, là, notre réponse sera massive et définitive, etc. Et donc, l'idée, ça peut être aussi une attaque formelle convenue pour éviter un grand embrasement. Mais ça, je pense que du côté de l'Iran, évidemment, on préférerait ça infiniment. D'ailleurs, il y a eu une grande tournée du ministre iranien des Affaires étrangères, Raji, au Liban, en Syrie, en Arabie Saoudite, au Qatar, etc., pour établir des contacts indirects, en fait, avec les États-Unis via tous ces États, pour chercher les moyens d'éviter l'attaque israélienne. Bon, voilà, mais on sait que tous ces gens se rencontrent régulièrement à Doha, dans des négociations qui avaient été parrainées par les États-Unis pour un cessez-le-feu à Gaza. C'était à la fois l'objet et le prétexte, mais c'est un moyen aussi de se parler, d'avoir des occasions de se parler d'autre chose. Voilà, au-delà même de la situation à Gaza. Donc l'Iran, je pense, ne veut toujours pas la guerre régionale. En revanche, il est prêt à la faire. Et il est clairement prêt de plus en plus à la faire. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, parce que du côté israélien, il est clair que pour Benjamin Netanyahou, une attaque décisive de l'Iran par Israël et par les États-Unis, ce serait le summum de sa vie politique, si vous voulez, conduire les États-Unis dans une guerre pour Israël contre l'Iran, en détruisant ses capacités nucléaires, en détruisant son industrie pétrolière, qui est évidemment
la principale source de revenus aujourd'hui de l'Iran, qui pour le reste est complètement étouffé sous les sanctions. Donc il n'est pas non plus à exclure, et moi je suis très inquiète de cela, que le Premier ministre israélien ignore les pressions, les plaidoyers américains qui essaient de le pousser à baisser l'intensité de son attaque planifiée pour voilà, ne pas cibler ni le nucléaire, ni le pétrolier iranien, parce que ça déclencherait une réponse massive de l'Iran. Bon. Voilà, c'est... L'Iran ne cherche, je pense, ne veut pas d'attaque préventive contre l'infrastructure israélienne, sinon il aurait peut-être déjà pu le faire. Mais il ne faut pas oublier que la surprise est un grand élément dans la guerre et qu'il n'est pas à exclure que Israël prépare une surprise aussi. Quelles que soient finalement les conséquences. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, je dois vous l'avouer, parce que si des installations, par exemple, nucléaires de l'Iran étaient frappées par des F-35, qui ne soient pas brouillées par le système Mourmansk, dont je vous ai parlé, les installations nucléaires de l'Iran, elles sont enterrées. Enfin, surtout celle de Fordoz. Natanz, c'est plus vulnérable, mais c'est quand même c'est des silos de montagne profonds, impénétrables. Impénétrables. Après, on peut toujours imaginer des bombes américaines encore plus fortes, je ne sais pas. Mais il est évident que si on fait ça, si Israël fait ça, si les États-Unis aident à faire ça, il y aura des barrages de missiles balistiques sur tous les principaux aéroports, villes, centrales électriques, hydrauliques, les ports israéliens. Enfin, ça va être... il ne faut pas oublier que la capacité du dôme de fer, c'est même pas fait pour arrêter les missiles balistiques, mais en tout cas, au-delà de 150 missiles balistiques, ça devient difficile pour le dôme de fer d'arrêter les projectiles. Et la capacité iranienne... elle est de plusieurs centaines de missiles simultanés, en lancement simultané. Voilà, et puis le détroit d'Ormuz serait fermé, et puis les bases américaines seraient ciblées, et puis ce serait un désastre. Voilà, ce serait un désastre. Les dirigeants iraniens ont d'ailleurs dit eux-mêmes que l'Iran possédait, je crois, 3000 missiles hypersoniques, et qu'il était possible d'atteindre Haïfa en 12 minutes. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un jeu extrêmement dangereux et c'est un pari fou. C'est-à-dire, Netanyahou peut devenir le plus grand perdant après avoir voulu faire un coup d'éclat incroyable en arrivant à lancer, s'il y arrivait, les États-Unis contre l'Iran pour le détruire, pour détruire son potentiel nucléaire et pétrolier. Si jamais il faisait ça, la représailles serait telle que Netanyahou serait celui qui aurait en fait perdu l'État d'Israël. Ce serait l'effondrement du projet israélien, du projet sioniste d'ailleurs. Sans même parler de ce qu'il aurait fait à Gaza, au Liban ou ailleurs. Donc je pense que les jours décisifs, les jours décisifs, là, ils sont là. Ils sont entre maintenant et le 5 novembre. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je suis toujours... là, je n'ai pas changé d'avis. Tout peut changer. Tous les équilibres de pouvoir, toutes les frontières politiques de la région peuvent changer. Il peut y avoir une complète nouvelle carte du Moyen-Orient. Et la question, c'est, voilà, est-ce que sur cette carte, il y aura Israël? Est-ce qu'il y aura les bases américaines? Est-ce qu'on va arriver à calmer le jeu? Voilà, moi je pense qu'il faut calmer le jeu. C'est extrêmement important pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Et c'est donc une responsabilité immense, en fait, qui repose sur les épaules de Benyamin Netanyahou. Et
la deuxième inconnue, c'est la réalité de la dissuasion iranienne. Ça, on en a parlé. Je ne sais pas ce qu'il en est. Voilà, j'ai tendance à penser qu'Israël ne se retient pas pour rien. Voilà. En revanche, ce qui est clair, c'est que la guerre au Liban ne fait que commencer parce que ça compense cette incapacité israélienne d'atteindre Téhéran. Et ça, c'est très très malheureux pour le Liban, bien sûr. C'est très malheureux aussi d'ailleurs, ça met en danger encore plus Israël parce que ça va générer la haine, la vengeance dans toutes les communautés libanaises. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de soldats irakiens, afghans, syriens, pakistanais, qui sont prêts à entrer en Israël via le Golan. Donc voilà, pourvu que le 5 novembre, ce ne soit pas le coup d'envoi d'un désastre, mais au contraire le coup d'envoi d'une reprise de ces esprits par le pôle occidental. Et je pense qu'il y a, si vous voulez, du point de vue iranien, en tout cas du point de vue israélien, je ne sais pas, mais du point de vue iranien, en tout cas, si Kamala Harris arrivait, je pense que pour le coup, l'idée sera peut-être de refaire cet accord nucléaire 2.0, là, pour lequel des pourparlers ont déjà été ébauchés, ont déjà été amorcés il y a déjà plusieurs mois en fait. Les Iraniens le souhaitent, ils l'avaient dit à New York, ils l'ont tellement dit à New York que d'ailleurs on leur a... Le Hezbollah a fini par croire qu'ils se rapprochaient trop des Américains et qu'ils allaient peut-être être abandonnés. Les Israéliens ont brodé là-dessus sur le thème « l'Iran abandonne le Hezbollah ». Bon, bref, tout ça c'est un peu ridicule, mais bon. Et puis si c'est Trump qui l'emporte, bon, Trump c'est un businessman, on peut s'asseoir à une table, on peut discuter avec lui, c'est pas non plus si terrible que ça. Il sait qu'il s'est trompé en se retirant du JCPOA en 2018. Il sait que l'Iran est au moins un pays du seuil, sinon un pays déjà nucléaire. Et il se dit qu'il aurait expliqué à Benjamin Netanyahou qu'après le 4 novembre, après le 5 novembre, si vous voulez, c'était fini. Hein, qu'il ne pouvait plus continuer à faire ce qu'il faisait à Gaza, ni ailleurs. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser parce que je pense que je vous ai donné beaucoup d'éléments pour essayer de vous faire une opinion sur cette situation qui est extrêmement dangereuse, extrêmement volatile, extrêmement fragile, pour laquelle on n'a évidemment pas tous les éléments, en tout cas pas à ma place, mais voilà, je pense qu'en fait on est dans ce qu'on appelle l'œil du cyclone, c'est-à-dire on a l'impression, entre guillemets, parce que ce qui se passe au Liban est terrible, mais on a l'impression qu'on est dans l'œil du cyclone. Voilà, on est dans une partie où il y a une espèce de calme, mais c'est le calme avant la tempête, et tout ce qui est autour est tempétueux. Tout ce qui est autour est une gigantesque tornade. Et c'est cela. C'est cela le danger. C'est cela le danger. Tous les dangers sont autour, en fait, parce que dans le secret des consciences et des inconsciences, n'est-ce pas, des uns et des autres, et je parle des dirigeants de la région, se trame l'avenir de cette zone, de cette partie du monde. Et c'est une partie du monde essentielle, pas seulement pour l'économie mondiale, pour tout, y compris pour le dialogue des religions d'ailleurs. Et évidemment, une fois encore, là, comme en Ukraine, comme dans les Balkans, comme en Irak, comme en Afghanistan, comme partout, ce sont les populations civiles qui sont les otages, les victimes des utopies et des ambitions
de tous les gouvernants. Voilà, et de tous les gouvernants, je dis bien tout le monde, à un titre ou à un autre. Donc c'est cela, on n'est pas dans le secret de ses consciences et de ses inconsciences, mais malheureusement c'est là que tout se trame, et nous ne sommes que des jouets, d'une certaine façon, de ces élucubrations, de ces fantasmes, de ces frustrations, de ces ambitions. Voilà, je vous quitte sur ces mots un peu tristes, un peu graves, mais c'est ce que ça m'inspire. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de liker, de partager, de sonner sur cette cloche pour vous abonner à Paix et Guerre, de me soutenir sur Tipeee, de me soutenir aussi en rejoignant le cercle des amis et des fans. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission que j'espère je pourrai consacrer à autre chose qu'à la seule situation du Moyen-Orient. Bonne soirée, au revoir.